Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h50. Voici les titres de ce 29 mai 2025. À la une ce soir, la célébration de l'Ascension ce jeudi a rassemblé les fidèles dans les lieux de prière. La commémoration de la montée du Christ au ciel a été l'occasion pour l'Église de réaffirmer le mandat d'annoncer l'Évangile. Lors de son homélie, Monseigneur André-Marie Nko-Edimbi a appelé les chrétiens à devenir des artisans de paix. Les enfants ont également pris part à cette célébration. 9 mois après le meurtre atroce de la petite Orphée survenu le 29 août 2024 au domicile de ses parents à Bonapriso, sa famille ne cesse de réclamer justice. Victime d'un double viol, son décès a été initialement dissimulé en noyade par ses bourreaux. Malgré le temps écoulé, aucun suspect n'a été interpellé et l'enquête n'a pas progressé. Ses parents se sont recueillis ce jeudi sur le lieu du drame pour une prière. Au cœur de Douala, le marché Sandaga présente un visage de désordre. Ces allées portent le poids de l'accumulation des déchets. Les amoncellements d'ordures marquent l'espace et l'air diffuse les émanations de l'insalubrité. Au sein de ce lieu, l'activité marchande continue, les commerçants opérant à proximité directe de cette situation. Le Tonnerre Kalara Club de Yaoundé, autrefois une force du football camerounais, voit aujourd'hui son éclat s'estomper. Auparavant célébré, le club glisse dans une lente descente. Ses heures de gloire s'éloignent, laissant place à une quête de renouveau. Voilà pour les titres. De nombreux fidèles se sont rassemblés à la cathédrale Notre-Dame des Victoires pour célébrer l'Ascension, symbolisant l'élévation du Christ vers le ciel. Au cours de son homélie, Monseigneur André-Marie Nko-Edimbi, vicaire général du recteur de la cathédrale, a exhorté les chrétiens à devenir des artisans de paix. Joël Diom 3 et Serge Alazebo. Des chants de louanges s'élevant vers le ciel ce 29 mai en la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé afin d'accompagner la montée au ciel de Jésus-Christ. La célébration de la solennité de l'Ascension a drainé du beau monde malgré la pluie. Les textes du jour magnifient l'Ascension. L'homélie du célébrant principal apporte un message empreint d'espoir. La fête d'aujourd'hui nous donne cette espérance que ceux qui cheminent avec le Christ, leur vie ne se perd pas dans le néant. Ceux qui sont avec le Christ hériteront du royaume des cieux. Unis dans la prière et la dévotion, les fidèles appellent de tous leurs vœux à vivre l'ascension dans la vie quotidienne. C'est une élévation, quitter du néant pour le positif, essayer d'aller vers l'émergence. Dans le monde, pour mettre la paix, sensibiliser certaines personnes qui sont dans les guerres. Alors que le Christ prend place à la droite de son Père, certains trouvent le moment propice pour en faire un messager privilégié. J'aimerais aussi que Jésus-Christ aille parler au Père comme je suis en train désormais et avoir un bon résultat à la fin. L'ascension, c'est aussi se réjouir pour ceux qui réussissent, mais plus encore, s'élever pour délaisser toutes ces mauvaises attitudes incompatibles avec le développement. Et l'Église ranime le mandat missionnaire confié par Jésus à ses apôtres, celui de proclamer l'Évangile jusqu'aux confins de la terre, une mission qui demeure vivante et essentielle dans la pastorale d'aujourd'hui, comme le souligne notre correspondant Ambroise Foguet. L'ascension 40 jours après Pâques ne marque pas la fin, mais un envoi. Jésus, élevé dans la gloire du Père, confié à ses disciples une mission qui devient la vocation permanente de l'Église. Le Christ monte au ciel et va nous préparer à chacun et à tous une place
C'est le début de la mission de l'Église sous l'action de l'Esprit Saint. Allez baptiser le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, de dire: vous recevrez une force, celle du Saint-Esprit. Vous serez alors mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Cette parole fonde l'identité apostolique de l'Église depuis 2000 ans. Elle perpétue cette mission à travers l'annonce de la parole, la célébration de tous les sacrements et le témoignage de charité. Je partage l'enseignement de Jésus-Christ avec mes proches. Il y a aujourd'hui un foisonnement d'églises, mais pour ceux qui sont chrétiens, catholiques et convaincus, intégristes comme moi, on continue de rester humbles et modestes sur le chemin qui nous a été montré par nos parents. En ce jour solennel, les fidèles catholiques du diocèse de Bolova se rassemblent dans la ferveur liturgique. L'Ascension est célébrée non comme un départ, mais comme une promesse, celle d'un retour glorieux et d'une mission à vivre ici et maintenant. Et la cathédrale de Douala a vibré au rythme de la fête de l'Ascension. Petits et grands se sont rassemblés pour commémorer la montée du Christ au ciel. Au cœur de cette ferveur spirituelle, les enfants ont offert un regard pur sur cette solennité chrétienne, partageant avec leurs mots simples la compréhension de ce moment sacré. Leur témoignage dans ce reportage de Titi Freeman et Thierry Nana. De nombreux enfants parmi les fidèles chrétiens à la paroisse Saint-Pierre et Paul de Douala ce 29 mai pour célébrer l'ascension du Christ, arrosés par la forte pluie et accompagnés de leurs parents. Ces tout petits n'ont peut-être pas encore tout compris de la théologie chrétienne, mais ils se font déjà une idée de cette fête majeure du calendrier chrétien. Aujourd'hui, je suis venu pour la montée de Jésus au ciel. L'ascension représente la montée de Jésus au ciel. Et je suis venu célébrer ça avec ma famille à l'église. Je suis venu ici parce que c'est la montée de Jésus-Christ au ciel. D'autres jeunes croyants, par contre, semblent mieux renseignés sur la portée spirituelle de cet événement religieux. Ça représente que Jésus a laissé l'Esprit Saint sur moi et qu'il nous a bénis. Ça représente pour moi une grande valeur parce que le Seigneur Tout-Puissant, Jésus, est monté aux cieux. Et il nous a lancé l'Esprit Saint pour nous sauver, pour nous bénir. J'ai appris ça de mon grand-père quand il nous racontait les histoires à la maison. Une preuve que la foi n'a pas d'âge. Et comme le rappelle l'Évangile, le royaume des cieux appartient aux plus petits. Et alors que les chrétiens célèbrent la montée de Jésus au ciel en ce jour de l'Ascension, une autre communauté s'engage aussi dans un grand voyage spirituel. Ce jeudi matin à 5h, des pèlerins camerounais se sont envolés depuis l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. C'était le seul vol prévu pour cette dernière vague de départ du Hajj 2025. Delphine Fonkoutene, Raoul Ngoufo. Il est un peu plus de 23h ce mercredi à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. L'ambiance est particulière. Des hommes et femmes arrivent, sac à la main ou accrochés dans le dos, visage plein d'émotions. Ils s'apprêtent à embarquer dans le seul vol prévu ici pour le Hajj 2025. Après l'enregistrement, chaque pèlerin reçoit une enveloppe contenant un peu plus de 350 000 francs CFA. Un bureau de change installé sur place leur permet de convertir leur argent sans difficulté. Plusieurs d'entre eux expriment leur gratitude envers le chef de l'État pour ce soutien jugé précieux. Ce geste nous va toujours au cœur et nous souhaitons qu'il continue ainsi. Certaines personnes ont toujours dit que ce n'était pas de la vérité, mais moi je confirme que c'est une réalité. Et je lui dis merci de tout cœur. C'est un geste que je n'ai pas vu ailleurs, sauf si vous me prouvez le contraire. Donc je suis vraiment très content. Ils sont plus de 300 en Simalène pour ce vol en direction de Médine. Certains s'impatientent un peu, égrenant leur chapelet en attendant le vol prévu à 5h. Moi, je suis contente de partir à la Mecque pour prier pour notre pays, pour la paix. Je suis très content. Seulement que Dieu accepte tout ce qu'on va aller faire, que Dieu nous pardonne, que Dieu protège notre pays, qu'il nous aide, qu'il nous facilite la vie, Inch'Allah. Au total, 4500 Camerounais participent au pèlerinage cette année. Parmi eux,
4000 sont encadrés par la Commission nationale du Hajj et 500 sont partis avec des promoteurs privés. Tous s'apprêtent à accomplir le 5e pilier de l'islam, se rendre au moins une fois dans sa vie à la Mecque. Je vous l'annonçais en titre, 9 mois après le meurtre atroce de la petite Orphée, sa famille continue de réclamer justice. Aucun suspect n'a été arrêté et ce jeudi, ses parents se sont recueillis sur le lieu du drame pour une prière, un moment empreint de douleur et d'émotion. Haroun Azira, Thierry Nana ont réalisé ce reportage. Et toutes nos excuses, tout cet élément de Orphée, on revient tout de même sur cette date, le 29 mai 2025, 9 mois, jour pour jour, après le drame qui a coûté la vie à la petite Orphée. Le souvenir de cette tragédie plane toujours le 29 août 2024. Au domicile de ses parents dans le quartier de Bonapriso, cet enfant a été assassiné, victime d'une douleur, d'un double viol. Ses bourreaux ont tenté de masquer leur crime en simulant une noyade. Que s'est-il réellement passé ce jour-là? Haroun Azira revient sur les faits. En un instant, la vie de la petite Orphée, 5 ans, a basculé. Elle a été emportée dans des conditions terribles. La petite fille jouait dans cette cour juste avant que l'impensable ne se produise. Introuvable pendant quelques minutes, elle a été retrouvée dans le sous-sol d'un immeuble en construction. Elle était inconsciente et baignant dans de l'eau. Au premier abord, la noyade a été envisagée. Malheureusement, les résultats de l'autopsie ont révélé une autre vérité. La famille d'Orphée est sous le choc. Leur petite fille a été violée. L'affaire, prise en charge par la justice, avance très lentement. Aucun suspect n'a été arrêté. Aucune piste n'a été trouvée. L'assassin de la fillette de 5 ans est toujours en liberté. Pour soutenir la famille dans sa quête de vérité, le hashtag Justice pour Orphée a été lancé sur les réseaux sociaux. Cette initiative a été suivie par la création d'un collectif par les parents d'Orphée. Orphée a été assassiné le 29 août 2024 dans le quartier Bonapriso et inhumé le 15 septembre 2024 au village d'Omessa. Je vous le disais il y a un instant, ses parents se sont recueillis ce jeudi sur le lieu du drame pour une prière, un moment empreint de douleur et d'émotion qu'on revit avec Haroun Azira et Thierry Nana dans ce reportage. Une bougie allumée, en signe d'espoir. Les parents d'Orphée sont revenus sur le lieu du décès de leur fille. Une gerbe de fleurs en main, ils font une prière pour le repos de l'âme de leur bébé. 9 mois après son décès, l'assassin d'Orphée n'a pas encore été trouvé. Depuis 9 mois, il n'y a personne qui a été gardé à vue, il n'y a personne qui a été interpellé. Plusieurs unités de police ont été sollicitées dans le cadre de cette enquête, notamment le central 1 de la ville de Douala et la division régionale de la police judiciaire du littoral. La vie de famille est fade depuis son départ. Ses proches tentent bien que mal de réparer la fracture. On essaie de consulter des psychologues pour essayer de se refaire de ce traumatisme-là. À la maison, c'est la même chose. On essaie de dialoguer, de dire les choses telles qu'elles sont à son petit frère. Il lui dit les choses de manière franche, de ce que sa grande sœur malheureusement n'est plus là, elle ne reviendra plus jamais. Mais s'il pensait à elle très fort, elle serait toujours là. Nous sommes conscients que notre petite fille ne reviendra plus jamais. Nous avons réussi à prendre conscience de cela. Le collectif mis en place pour rendre justice à Orphée continue son combat. Journalistes, avocats et membres de la société civile travaillent ensemble pour cette cause. Le combat ne s'arrêtera pas. Et tel que les avocats l'ont dit, le crime d'assassinat est un crime imprescriptible. Peu importe le temps que ça prendra, nous allons continuer à batailler, nous allons continuer à travailler et à nous battre pour que la lumière soit faite sur cet assassinat. Assassinée le 29 août au quartier Bonapriso à Douala, la petite Orphée âgée de 5 ans a subi un double viol.
Et dans l'actualité également, un homme est mort au quartier Essos Yaoundé suite à des violences infligées par un groupe de personnes. Ces individus affirment l'avoir surpris en train de voler et lui avoir fait subir des actes y compris des brûlures. Cependant, l'enquête n'a trouvé aucune preuve ni de vol ni de victimes. Alertés par la mère du défunt, les suspects de cette vindicte populaire ont été arrêtés. Karel Bezachatua, Serge Alanzib. Le mannequin que voici représente la victime, neutralisée dans une concession sous prétexte qu'il aurait tenté de voler. Au lieu de le conduire dans un commissariat pour enquête sur les faits, les suspects se sont fait justice eux-mêmes. Lizzie a porté le premier coup, non pas avec un gourdin, mais avec de l'eau bouillante qu'elle a tranquillement fait chauffer chez elle et versée sur la victime. Je suis donc allée à la maison, j'ai mis de l'eau dans les petites bouilloires de 2 litres et demi là. Dès que ça a bouilli, je suis venue le lui verser. Son copain s'est servi d'un fil de fer pour le frapper, provoquant à son tour de graves blessures. Maintenant, quand vous arrivez, votre femme est où? Quand je suis rentré, elle était à l'intérieur. Où? À la maison. À la maison? Après plusieurs heures de torture, la victime est traînée dans la rue. Le troisième larron entre en scène avec une machette pour accomplir sa besogne alors que la foule assiste et acclame. Quelques individus affirment avoir voulu aider la victime. Quand il revient, je les trouve là, juste à mon carrefour, là, à la descente CNPS. Oui, au carrefour, là. Je les retrouve là. C'est là où je me suis mis à les chasser tous. Mais la police est sceptique quant à la véracité de leurs déclarations. C'est de dire où est mon téléphone, où est mon argent, c'est en fait pour enflammer la foule. Comme dans là qu'il manque. Dans le cas d'une vindicte populaire où tout un camp a participé. Comprenez que la vindicte populaire, ceux qui voient sans intervenir participent. Ceux qui n'appellent même pas participent. Ceux qui donnent les coups participent. Voilà pourquoi on appelle ça la vindicte populaire. Nous avons plusieurs auteurs et co-auteurs qui agissent au même moment. Alors, nous sommes dans un état de droit. Nul n'a le droit de se rendre justice. Le drame s'est déroulé dans la nuit du 11 au 12 mai dernier dans le quartier Essos à Yaoundé. Les faits ont été reconstitués ce 29 mai en présence du procureur de la République près le tribunal de grande instance du Mfundi. Et 24 heures se sont écoulées depuis le braquage d'une microfinance au quartier Nouvelle, dans l'arrondissement de Douala 2e. 2 présumés braqueurs armés de couteaux ont sémé l'effroi en parvenant à maîtriser les 2 gérantes de l'établissement. Les riverains, témoins de cette scène, vivent désormais sous le poids de l'inquiétude. Laurent Jojo, Marusco, ce reportage. 2 présumés braqueurs armés de couteaux ont réussi à opérer dans cette microfinance située en face du commissariat du 2e arrondissement de la ville de Douala ce mercredi 28 mai en matinée, comme racontent ces riverains. C'était aux environs de 9 h où je suis arrivé à ce lieu que vous voyez. J'ai trouvé le vigile en face. Il y avait un client qui voulait faire son dépôt comme d'habitude, un client régulier. J'ai demandé à ce client d'aller faire son versement. Le vigile était là. Je demande de patienter 5 minutes, puisqu'ils ont travaillé hier et ils n'ont pas clôturé le travail de la nuit d'hier. Que j'attends 5 minutes. Qu'elles finissent avant d'ouvrir et entaminer les données de la journée. Bon, ici, rester debout devant la porte. Il me dit que non, voilà les tabourets là, c'était pour moi. Va t'asseoir là-bas à côté. Derrière, il n'y avait pas de personne, il n'y a personne. Au guichet. Je demande, il n'y a personne, personne ne répond. Je m'assois. Après, encore, je relance. Moins d'1 minute. Il n'y a personne. La femme là m'appelle. Monsieur, vous êtes seul? Je dis que oui, avec mon nom qu'elle appelle. Monsieur tel, vous êtes seul? Je dis oui. Elle dit qu'elle appelle la police. Sous anonymat, nous apprenons que les 2 gérantes ont été gravement blessées à couteau et actuellement sous soins intensifs à l'hôpital à Quintini de Douala. Pour le moment, c'est une vie dans la peur dans cette localité. Les policiers sont arrivés sur le lieu. On a constaté qu'il y a eu des poignards qu'on a poignardés. Les caissières, les 2 caissières. Donc maintenant, je suis dans des frayeurs totales. Je ne suis pas en sécurité. Non, j'étais vraiment mal à l'aise quand même. Toute la journée d'hier, je n'ai même pas l'appétit, je n'ai pas mangé. Ma bouche était amère, comme quelqu'un qui est sorti de la maladie convalescente. La journée d'hier, c'est que j'ai vécu. La compagnie de gendarmerie de Douala 1 était déjà sur les lieux pour les enquêtes.
Rendu à la direction générale de la microfinance en question ici au marché Congo, nous apprenons que le top management serait en réunion et ne pourrait pas nous recevoir. Alors au marché Sandaga, depuis plusieurs jours, s'apparente à une décharge à ciel ouvert. Malgré les opérations de nettoyage menées, l'amoncellement des ordures persiste. Cette insalubrité criante, avec la proximité directe des commerçants, est une source avérée de maladies diverses pour les usagers et les travailleurs du marché. Voici le reportage de Lesline Poumetia et Henri Tina. Difficile de circuler dans ce marché de vivres frais sans se heurter au tas d'immondices. La situation est telle que certains commerçants du marché Sandaga à Douala disent être contraints d'installer leurs marchandises sur les déchets. Tu es obligé de porter les bouts avant de venir au marché. Il n'y a pas moyen de entrer au marché parce qu'il y a la saleté partout. Le camp où on verse les ordures, ça plein. Maintenant, chaque camp installe les ordures dans leur secteur. Dans ce camp de légumes, on respire l'air souillé. Le dépotoir qui s'est créé gagne du terrain chaque jour. Les clients se plaignent parce qu'il y a beaucoup d'ordures, mais il n'y a même pas moyen de manger. Ça peut donner l'infection pulmonaire. On ne parvient pas à vendre. Nous, on a attaché nos marchandises, mettre au magasin à cause de la poubelle. On ne parvient pas à bien respirer. Ici, les eaux de ruissellement, couplées à une mixture de débris d'aliments en décomposition, ont du mal à se frayer en chemin. Un cliché pas du tout reluisant à entendre les plaintes de ces marchands. Le marché est pourri à cause des poubelles. La vie dans cet espace marchand est désormais rythmée par des cas de maladies infectieuses. Beaucoup de gens sont tombés malades encore aujourd'hui. Incapable de vider la poubelle ne sait qu'une fois par semaine. La situation dure depuis des semaines et on ne demande qu'à être libéré des ordures. Beaucoup de nos camarades sont à l'hôtel. Certains sont morts. Beaucoup de boutiques sont fermées. Les asticots partout. Un marché sensible comme le marché Sandaga ne devrait pas se dans ce genre de situation. Depuis des jours, les voix se lèvent dans ce marché pour dénoncer l'insalubrité. Mais elles semblent encore insuffisantes. Rappelons que le marché Sandaga est un lieu de ravitaillement pour plusieurs pays de l'Afrique centrale. Dans l'actualité également, le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diangote, est en visite de travail de 4 jours dans la région du Sud-Ouest. Dès son arrivée à Buea, il a annoncé à la population qu'il venait porter un message du président Paul Biya, un message de paix et de développement. Durant son séjour, le premier ministre rencontrera les habitants du Sud-Ouest, notamment à Kumba et à Buea. Demain, il évaluera les projets de reconstruction en cours dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest. De l'année scolaire 2024-2025 au complexe scolaire Nil International, la proclamation officielle des résultats a pris des allures de cérémonie royale. Poèmes, sketchs, danses et discours ont fusionné dans un tourbillon d'émotions. Les élèves décrochent les étoiles sous les applaudissements d'un public conquis. On voit cela dans ce reportage. Que la plénitude de juridiction. Une démonstration convaincante des raisonnements juridiques et de précision rhétorique. Des procès judiciaires simulés ici par des élèves magistrats de l'École nationale d'administration et de magistrature. Dans l'amphithéâtre de l'ENAM, transformé en salle d'audience de circonstance, l'exercice met en vedette des élèves jouant des rôles allant de procureur à président du tribunal, en passant par avocat, greffier et juge. Chaque acteur devant articuler sa compréhension de l'affaire, interroger des témoins et finalement expliquer sa décision de manière à refléter à la fois la connaissance juridique et la finesse rhétorique. Ce qui implique qu'un fœtus n'a pas de personnalité juridique. Leur capacité à équilibrer la logique et la clarté, l'autorité et l'équité offrent un aperçu du monde exigeant de la magistrature réelle. Pour les NAM, une étape obligatoire avant leur déploiement sur le terrain. Avant de les mettre à la disposition des administrations publiques, notamment du ministère de la Justice pour l'Emploi, on doit faire les dernières vérifications. Et ces vérifications-là, que nous appelons un test d'opérationnalité, ne peuvent que se faire à travers un simulacre de procès, ce qu'on appelle un procès simulé. Et je peux vous assurer que si ce tribunal que vous voyez, ce procès simulé, si ces magistrats étaient appelés à connaître de grandes affaires qui passent en ce moment dans
les tribunaux, il n'y aurait aucune inquiétude. Et c'est dans une ambiance empreinte de grande convivialité qu'ils reçoivent avec fierté leur diplôme d'éloquence d'un membre du directeur général de l'ENAM, Bertrand Pierre Sombo-Angoula. Des exercices comme ceux-ci nourrissent non seulement la connaissance, mais aussi la confiance, la clarté et le sens du devoir civique, des qualités essentielles pour des juges et défenseurs de demain. Et vous l'avez compris, il s'agissait plutôt des élèves magistrats en plein exercice d'éloquence. Un séminaire atelier s'est ouvert à Douala pour explorer l'impact de la colonisation sur le Cameroun contemporain. Un des sujets étudiés est la colonisation allemande au Cameroun, contexte historique et impact. Dans le cadre du projet Moineau Transforming Memories, chercheurs, historiens et étudiants examinent les archives coloniales du Cameroun. Junior Rossa et Henri Tina. Le 14 juillet 1884, le docteur Nachtigal hisse le drapeau allemand sur le Vouri. Visiter les archives coloniales du Cameroun avec une idée de Moineau Transforming Memory. Les enseignants, les historiens, anthropologues nous donnent des outils pour mieux comprendre la période coloniale allemande pour ensuite développer la narrative du projet. Le séminaire atelier qui se tient ici à Douala vise à explorer les approches collaboratives dans l'examen des éléments sonores et visuels de la période coloniale allemande au Cameroun, détenue dans le musée ethnographique de Berlin en Allemagne. Je comprends que le Cameroun a toujours été une terre d'attraction pour plusieurs pays, pas seulement pour l'Allemagne. Historiens, anthropologues, étudiants, jeunes des communautés sont enveloppés dans une démarche multidisciplinaire qui vise à enrichir notre compréhension du passé marqué par l'empreinte coloniale. L'histoire de la ville doit se lire autant que les strates géologiques déterminent les périodes de différentes strates. Autant nous devons retrouver à Douala la période précoloniale, la période du protectorat allemand, la période française et même anglaise, parce qu'il y a une courte période anglaise que peu de gens connaissent, entre 1914 et 1916. Le projet ainsi présenté s'articule en 3 étapes. La lecture et réinterprétation des archives, la restitution de cette lecture en Allemagne et au Cameroun en 2026 et l'exposition en Allemagne et au Cameroun en 2027. Le chercheur et auteur Octave Diokou-Nguena estime que le Cameroun marque le pas dans sa course vers l'émergence et l'industrialisation. Il propose des solutions dans son nouvel ouvrage « 100 propositions pour restaurer le Cameroun, vision 2040 ». La cérémonie de dédicace qui s'est déroulée à Douala a réuni des penseurs et des acteurs de l'économie camerounaise. Junior Roussin, Stéphane Binac. 100 propositions pour restaurer le Cameroun, vision 2040. C'est le titre de cet ouvrage scientifique de 268 pages rédigé par Octave Diokou-Nguena. Je trouve vraiment positif dans son ouvrage, c'est d'avoir commencé par le commencement, savoir que nous ne pouvons pas, les propositions qu'il fait ne peuvent pas être implémentées s'il n'y a pas l'essentiel et la base, c'est-à-dire l'humain. En effet, depuis 2 décennies, la situation est alarmante au Cameroun, selon l'auteur. Et pour cet agrégé des universités, mathématiciens, économistes et financiers, d'où l'urgence de ces propositions qui feront du Cameroun un pays à la fois émergent et industrialisé à l'horizon 2040. On se rend compte que c'est suffisamment dense. Mais je me pose la même question que tout le monde. Qui pour mettre en œuvre de telles propositions? Ce d'autant que lui, il fait une œuvre d'intellectuel. La dédicace de ce jour ici à Douala est une occasion de faire écho sur ces 100 propositions pour faire émerger le Cameroun d'ici 2040. Ça veut dire qu'il faut une adéquation entre emploi et formation. Ça veut dire qu'il faut anticiper sur l'avenir. Ce sont 100 propositions dans les domaines sanitaires, éducatifs, logistiques, énergétiques, immatériels et humains, entre autres. Octave Ndjonkou est le président de l'Institut Université des Sciences et de Management, auteur d'une 15aine d'ouvrages et d'une 30aine d'articles dans les revues scientifiques internationales. En sport, le Tonnerre Kalara Club de Yaoundé, autrefois redoutable, voit sa chute progressive alimenter les débats depuis quelques années.
Dirigeants, entraîneurs et fans partagent un même désir, voir le TKC retrouver son ancienne gloire. Pour comprendre les raisons de ce déclin, Jacques, Patrick John et Luc Vondo. Le Tonnerre a-t-il définitivement cessé de gronder? Les épopées glorieuses du célèbre club de Yaoundé restent fraîches dans les cœurs des Camerounais. La maison TKC traverse une période sombre de son histoire qui ne laisse personne indifférent. Alors le Tonnerre se retrouve en D2 du fait de luttes de leadership qui ont mis à mal la sérénité du club. Donc ces luttes de dirigeants se sont étalées sur une vingtaine d'années. Donc enfin nous retrouvons un peu d'accalmie. Le Tonnerre, nous tous savons la crise. Depuis un certain temps, ça ne demande que des dirigeants. C'est là à faire. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on appelle du sérieux qu'on veut diriger. On peut avoir du cœur de son équipe. Beaucoup ne pensent que l'avantage ne peut que revenir de leur côté. Quand j'étais dans Tonnerre cette année, il y avait toujours ce problème de licence. Tonnerre a commencé un peu timidement, on ne gagnait pas les matchs parce que les licences, il n'y avait pas assez de licences et de bons joueurs. L'égoïsme des dirigeants qui est à l'origine de la dégringolade du Tonnerre, de la descente du Tonnerre aux enfers. Nous avons connu le Tonnerre, nous n'étions même pas à Yaoundé. Moi j'étais au littoral, j'ai connu le Tonnerre, une équipe glorieuse qui avait des dirigeants qui savaient mettre la main à l'étrier et qui avaient même mis tellement de moyens pour faire venir des joueurs expatriés africains de renom. Mais au-delà de tout, je pense qu'il y a eu une incompréhension entre les générations. C'est-à-dire que le Tonnerre avait une projection, c'est pour ça qu'on dit le Kalara, c'est-à-dire le livre. Et le livre a quelque chose de particulier, c'est que c'est plusieurs épisodes. Si c'est la Bible, c'est des sommes, c'est des versets. Le passage des légendes comme Roger Mila, Georges Weah au sein du club n'est plus qu'un souvenir, un lointain souvenir pour les dirigeants actuels. J'ai seulement souvenir, c'était le Tonnerre contre Shooting Star d'Ibadan, c'était une finale où le Tonnerre avait été battu au Nigeria par 2 buts à 0. Georges Weah en 5 minutes avait déjà marqué 2 buts. Aujourd'hui, l'équipe jadis fait redouter du championnat de première division du Cameroun se bat pour se tirer de l'élite tout. Des fans nostalgiques des années de gloire gardent espoir en attendant la renaissance de leur club mythique, le TKC. Et l'actualité internationale dans Escale Monde avec Lille Piediou, Calvin Tekam. Le Mauritanien Sidi Oulta a été élu président de la Banque africaine de développement, succédant ainsi au Nigérian Akiwumi Adesina, dont le mandat prendra fin en septembre. L'élection s'est déroulée en réunion annuelle du Conseil des gouverneurs de la BAD, composé notamment des ministres des Finances et des gouverneurs des membres. Sidi Oulta, ancien ministre mauritanien des Finances, a bénéficié du soutien de plusieurs pays africains et non africains, notamment la Côte d'Ivoire, le Congo-Brazzaville, la Tunisie et l'Italie, pour sa candidature à la présidence de la BAD. La BAD, avec un capital de 318 milliards de dollars, est composée de 54 États africains ainsi que de pays non régionaux que les États-Unis, le Japon et l'Arabie Saoudite jouent un rôle crucial dans le financement du développement du continent. Sidi Oulta prendra ses fonctions en septembre 2025, à un moment où la BAD fait face à des défis majeurs, notamment la pression budgétaire accrue, une dette en hausse, les impacts du changement climatique et un besoin de financement estimé à plus de 400 milliards de dollars par an pour la transformation structurelle de l'Afrique. Son élection marque un tournant pour la BAD qui aspire à renforcer son rôle dans le développement économique et la stabilité financière de l'Afrique. Elon Musk a annoncé sa démission du département de l'efficacité gouvernementale, une initiative lancée par l'administration Trump pour réduire les dépenses publiques fédérales. Dans une déclaration sur les réseaux, Musk a exprimé sa gratitude envers le président Donald Trump pour l'opportunité de diriger cette mission visant à lutter contre le gaspillage gouvernemental.
Cependant, sa mission survient un jour après avoir critiqué la proposition de loi fiscale de l'administration qu'il estime contraire aux objectifs de réduction des dépenses. L'ex-président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, est apparu publiquement jeudi à Goma, une ville de l'est du pays contrôlée par le groupe armé M23. Accompagné du porte-parole du M23, il a répondu aux questions des journalistes, marquant ainsi son retour sur la scène politique congolaise après plusieurs années d'absence. Cette apparition survient dans un contexte politique tendu. Le gouvernement de Félix Tshisekedi accuse Kabila de soutenir le M23, une allégation que l'ex-président rejette fermement. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas le condensé de ce journal à suivre sur notre chaîne Star News. Inscrivez-vous au étoile 031, étoile dièse, 31 dièse. Moi, je vous retrouve demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.